Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat, auteur et ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis. Bienvenue à nouveau. Bien sûr, Ted est de retour. Merci. Nous avons donc vu le président Poutine prononcer un très long discours la semaine dernière. J'en ai fait le résumé ainsi. La Russie se tourne désormais vers l'Asie pour trouver des partenaires économiques, tout en exprimant un certain optimisme quant à un possible développement des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. Et puis, bien sûr, il y avait un profond pessimisme à propos des relations avec l'Europe, puisqu'il est même allé jusqu'à utiliser un langage très désobligeant, qualifiant à un moment les dirigeants européens de bizarres. Mais bien qu'il y ait eu de nombreux efforts pour maintenir une attitude bienveillante envers les États-Unis, il y a également eu des avertissements concernant l'envoi des Tomahawk, qui seraient perçus comme une attaque américaine contre la Russie. Je me demandais, comment vous percevez cette évolution? Car nous avons aussi vu les HIMARS être utilisés pour attaquer Belgorod, encore une fois, un territoire russe, ce qui est également une arme américaine censée s'appuyer sur le renseignement américain pour choisir ses cibles. Encore une fois, je ne suis pas sûr de bien interpréter la situation, mais comment voyez-vous les développements liés au Tomahawk? Quelle est la gravité de tout cela? Je pense que depuis que le président Trump a ouvert la bouche et fait le commentaire selon lequel il fournirait des Tomahawks aux Ukrainiens, il y a eu une réévaluation. Vous savez, le président Trump, pour être franc, est souvent imprudent dans ses propos. Il dit des choses qui ne sont pas nécessairement fausses, mais certainement un peu en deçà de la vérité. Il exagère et conduit les gens à des conclusions effrayantes. Je pense que c'est quelqu'un qui interagit avec son public. Et si lui et le public semblent bien s'entendre, alors la rhétorique devient de plus en plus hyperbolique, disons-le ainsi. Je pense que quelqu'un est intervenu. Je crois comprendre qu'il a eu un appel avec le président Poutine à un moment donné. Cela a peut-être eu un impact. Je ne sais pas. Mais il est clair que quelqu'un l'a fait s'asseoir pour lui expliquer. Vous parlez d'un système de missiles d'une portée de 1000 milles. Il pouvait être tiré depuis des avions, depuis le sol, depuis des sous-marins ou depuis des navires de surface. C'est donc un système d'armes très flexible, capable d'atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. Et nous savons, d'après l'expérience avec les Ukrainiens, que si on leur donne ces armes, ils attaqueront volontiers des civils russes et des infrastructures civiles. Je pense qu'une fois que cela lui a été clairement expliqué dans le bureau ovale, il a ensuite dit « Eh bien, vous savez, nous devons savoir ce qu'ils veulent faire avec le Tomahawk, où ils veulent le tirer, et ainsi de suite. » J'ai le sentiment qu'il va se rétracter. Cela pourrait même être abandonné car je pense qu'il reconnaît que c'est un pas trop loin pour nous. Il ne veut pas d'une guerre avec la Russie. Souvenez-vous quand ils ont commencé à discuter, c'est-à-dire les Russes et les Américains en Arabie Saoudite. Ils ont eu une très bonne réunion, mais elle était axée sur la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. Si vous écoutez attentivement le président Poutine, il mentionne souvent les domaines dans lesquels il aimerait voir une reprise du commerce normal. Je pense que le président Trump ressent la même chose en privé. Malheureusement, Trump s'est attiré beaucoup d'ennuis en Ukraine, et ne sachant plus quoi faire, par frustration, il est devenu, ou disons qu'il s'est transformé pour devenir le nouveau Biden. Il a commencé à répéter les mêmes stupidités et contre-vérités que celles courantes chez Biden à propos de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui pourrait se passer. Mais en réalité, il faut toujours distinguer ce qui est dit de ce qui se produit réellement.
Nous ne pouvons pas fournir en temps voulu des équipements valant des milliards de dollars qui feraient une quelconque différence sur le champ de bataille en Ukraine. Je pense qu'il le sait. Le système Tomahawk est en quelque sorte un dernier effort désespéré pour donner quelque chose aux Ukrainiens qui pourrait changer la donne. Eh bien, cela ne changera rien. Cela pourrait élargir la guerre, cela pourrait l'intensifier, surtout du côté russe. Et cela pourrait nous placer dans une position difficile vis-à-vis de la Russie, au point de nous entraîner dans une guerre que nous ne voulons pas mener. Je pense qu'il l'a compris. Donc mon attente est que cette stupidité autour des Tomahawks, c'est vraiment une idée stupide, disparaîtra, s'évanouira, elle sera discrètement oubliée. Comment évaluez-vous les Européens ici, cependant? Parce que, comme je l'ai mentionné, il semble qu'il n'y ait plus que du mépris pour l'Europe à Moscou ces temps-ci. Et en Europe, si l'on écoute les récents discours de von der Leyen, c'est presque un appel à la guerre, disant que nous ne devrions pas hésiter à riposter contre la Russie. Et le chancelier allemand Merz soutient qu'il faut construire une armée massive pour éventuellement combattre la Russie. Des personnes comme Karakalas ont autrefois affirmé qu'il serait bon que nous battions la Russie afin qu'elle puisse être divisée en pays plus petits. Voyez-vous cela comme « Comment évaluez-vous les Européens? Est-ce de la panique? Ou, eh bien, évidemment, il y a de la panique, mais pensez-vous qu'ils veulent réellement faire la guerre à la Russie? Ou bien se motivent-ils simplement pour un public intérieur américain ou russe? Eh bien, vous dites Européens. Moi, je préfère parler de la direction mondialiste dans des pays comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Starmer, Macron et Merz sont, disons, des diplômés de l'école du mondialisme version Soros. Ils ont tout fait pour, et d'ailleurs leurs prédécesseurs aussi, avec Madame Merkel, ouvrir les frontières et créer des troubles et des désordres civils dans leur propre pays en invitant des personnes qui ne pourraient jamais s'assimiler. En réalité, il existe de nombreuses preuves qu'ils sont venus pour assimiler les Européens, plutôt que l'inverse. Donc je pense que c'est là une partie de leur problème. Ils sont désespérés. Ils savent qu'ils ont été découverts. Leurs fautes sont connues du public. De plus en plus, les gens, surtout en Grande-Bretagne et en France, je pense, ont accepté la réalité que la Russie ne viendra pas. Il n'y a pas de vaste offensive russe en Europe, et il n'y en aura probablement pas. Il suffit de regarder la Slovaquie, la Hongrie et maintenant la République tchèque. Ces régions se trouvent directement sur la trajectoire du prétendu appareil militaire russe en marche, et elles ont catégoriquement rejeté cette idée. Je pense donc que nous sommes désormais dans une période de désespoir et qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir. Comment s'accroche-t-on au pouvoir? Eh bien, on continue d'affirmer qu'il existe un grand danger à l'Est et on commence à dépenser de l'argent qu'on n'a pas vraiment en espérant relancer l'économie et on compte le faire par la production militaire. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Je ne vois aucun avenir pour cela. L'autre chose, Glenn, c'est que construire une force efficace, capable de réellement combattre, prend environ 10 ans. Il nous a fallu 10 ans après la guerre du Vietnam pour reconstituer nos forces armées. C'était une entreprise très coûteuse qui a nécessité beaucoup d'entraînement, plusieurs générations d'équipements et de nouvelles générations de soldats, de marines, d'aviateurs et de marines. Que vont faire les Européens? À quelle vitesse peuvent-ils bâtir quelque chose? À quelle vitesse peuvent-ils former et déployer quoi que ce soit? C'est pourquoi je pense que quelqu'un a dit que Merz parlait d'un certain niveau de production d'ici 2030 avec une force capable d'utiliser cet équipement. Je pense qu'il est très optimiste. Je pense que ça prendra bien plus de temps. Donc à mon avis, tout cela consiste vraiment à s'accrocher obstinément au pouvoir.
Et vous savez, la futilité et la stupidité de cette attitude sont vraiment choquantes. Cela m'a rappelé quelque chose, je ne crois pas l'avoir jamais mentionné auparavant, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'est Oxenstierna. Oxenstierna était bien sûr le grand haut chancelier de Suède. Il a fait un travail remarquable sous Gustave Adolphe, puis ensuite avec sa fille Christine. Un jour, son fils assista à une réunion avec le roi Gustave Adolphe et lui écrivit à ce sujet. Il dit « Je n'en reviens pas, le roi doit être fou. Ses ministres sont cinglés. » Ces gens vont nous entraîner dans des guerres terribles que nous ne pourrons absolument pas gagner. Rien de tout cela n'est abordable. Il aurait pu l'écrire aujourd'hui, en observant ce que nous voyons à Washington, ou d'ailleurs à Paris, Londres et Berlin. Et Oxenstierna répondit à son fils, « Es-tu surpris que nous soyons gouvernés par si peu de sagesse ?» Son propos était, « Pourquoi es-tu surpris? Les gens au sommet ne sont pas sages, ils ne sont pas réfléchis. Ils sont centrés sur eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes, absorbés par leur propre importance. Et ils ne pensent pas en termes d'intérêt pour leur peuple. » Je pense que c'est essentiellement ce que les Européens découvrent. Comme je l'ai dit, les Allemands mettent plus de temps, comme d'habitude, à le comprendre. Mais ils finissent par le comprendre. Mais lorsqu'on évalue une menace, on examine à la fois les capacités et les intentions. Maintenant, je suis d'accord sur les capacités. Les Européens n'ont pas ce qu'il faut pour combattre la Russie. Il y a beaucoup d'ambition autour du renforcement militaire, du grand mur de drones. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela impliquerait réellement d'un point de vue militaire. Ils doivent, à mon avis, développer davantage ce concept. Mais en ce qui concerne les intentions, au début, je pensais qu'ils se contentaient de se donner en spectacle. Mais d'un autre côté, ils parlent maintenant d'intercepter des missiles et des drones russes depuis le territoire polonais vers l'ouest de l'Ukraine, en espérant que les Russes accepteront de nouvelles règles, qu'ils ne pourront toujours pas être pris pour cible. Nous avons vu la France saisir ce qu'elle pensait être un navire russe, ce qui, si c'était le cas, constituerait un acte de guerre. Je veux dire, la rhétorique délirante semble effectivement se traduire, dans une certaine mesure, par des politiques tout aussi délirantes. Eh bien, je pense que nous devons prendre du recul par rapport à ces discussions sur un mur de drones et comprendre que ce dont ils parlent réellement, en réalité, c'est d'une ligne Maginot high-tech. Nous savons à quel point ça a bien fonctionné par le passé. C'est un énorme gaspillage d'argent. La deuxième partie est la suivante. Que peut-on raisonnablement accomplir dans les limites des lois de la physique aujourd'hui? Le problème, c'est que tant que nous ne pouvons pas enfreindre les lois des mathématiques fractales et modifier la physique, et c'est ce qu'il faudrait faire, tant que vous ne pouvez pas créer de champs de force à énergie dirigée, il est tout simplement impossible d'arrêter des milliers de missiles ou de drones. En d'autres termes, l'attaque offensive contre vous submergera toujours le système défensif que vous mettrez en place. Donc, cette ligne Maginot High-Tech, une illusion, il faut y renoncer, c'est excessivement coûteux. Mais voici l'autre point. Il n'y a aucune preuve que les Russes soient désespérés au point de vouloir submerger et détruire l'Europe. Nous vivons une époque différente de, disons, celle de la Seconde Guerre mondiale, ou, si l'on remonte plus loin, de la guerre de 30 ans. Tout le monde est, je pense, très attentif au développement scientifique et industriel, aux infrastructures, à la productivité. Quel est l'intérêt de mener une guerre prétendument pour le territoire et la population si c'est pour tout détruire dans le processus? Cela n'a pas beaucoup de sens. Je ne vois donc aucune preuve que les Russes souhaitent mettre en péril leurs propres infrastructures, encore moins détruire celles des autres. Donc encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'absurdités qui circulent en ce moment. Et les gens cherchent des réponses, mais malheureusement, ils en reviennent toujours aux mêmes.
Nous avons le même problème ici avec ce qu'on appelle le dôme doré. Le dôme doré est, vous savez, un immense gouffre financier dans lequel les gens vont jeter des centaines de milliards de dollars. Les seuls à s'y intéresser sont bien sûr les industries de la défense. Et évidemment, il y a des universités avec des départements de physique et d'autres qui attendent avec impatience de nombreuses subventions prestigieuses, toutes destinées à résoudre un problème qu'elles ne peuvent tout simplement pas résoudre. C'est donc une perte de temps, d'argent et de ressources. Mais regardez à quel point c'est séduisant. À tel point que vous savez, les partisans du président Trump, si vous en parlez, diront « Eh bien, vous êtes négatif. Vous êtes simplement négatif. C'est important pour nous. » Bien sûr, c'est important, mais on ne peut pas y parvenir. On ne peut pas le construire. Cela ne fonctionnera pas. Cela a un rôle à jouer. Je pense que les Européens, et nous sommes tous dans le même bateau à ce sujet. Oui, toute l'idée que la Russie annexe la Pologne ou marche sur Paris, c'est vraiment du délire. Je veux dire, c'est tout à fait extraordinaire. C'est de cela qu'on parle. Personne n'explique vraiment ces idées. Dans quel but, au juste, quel en serait l'objectif? Et dans quelles circonstances les Russes auraient-ils les ressources, à la fois matérielles et le soutien public, même de la part de pays amis, pour occuper une nation de 40 millions d'habitants, dont pas un seul ne souhaite vivre sous domination russe? C'est vraiment au-delà de l'absurde. Mais je voulais te demander si la patience ne commence pas à s'épuiser à Moscou, car j'ai l'impression qu'il y a une pression croissante au sein du Kremlin sur le président. Il pense que tout cela avance peut-être trop lentement. Je veux dire, on peut essayer de le présenter, non pas pour le justifier, mais pour expliquer que lors de la réunion de Valdai, il passait en revue les chiffres. Voici combien de personnes ils perdent. Ils en perdent de plus en plus, ils parviennent à en recruter de moins en moins et ils ne peuvent pas compenser leurs pertes. Donc en somme, c'est une question de mathématiques. Sans soldats, il n'y a pas d'armée, sans armée, il n'y a pas de guerre. Mais en même temps, plus cette guerre s'éternise, plus il y a de victimes, et plus il devient probable que les Européens ou d'autres soient entraînés dans un conflit plus large. Certains se demandent donc, pourquoi ne pas lancer une frappe de décapitation? Et moi-même, je n'ai pas su répondre correctement à cette question. Alors j'ai pensé vous la transmettre. Pourquoi, selon vous, n'ont-ils pas essayé de faire la même chose que, par exemple, les Américains ont tenté de faire contre l'Iran? Et je pense que nous essaierons quelque chose de similaire, malheureusement, au Venezuela dans un avenir proche. Mais ce genre de frappe ne nous a pas très bien réussi. Nous n'avons pas réussi à les faire fonctionner. Nous avons essayé cela plusieurs fois en Irak. Cela n'a pas marché. Donc je pense que toute l'idée d'un changement de régime fondé sur une frappe de décapitation est une illusion. Les personnes qui défendent ce genre de choses, à moins qu'elles ne soient prêtes à voir tout Kiev disparaître ou être vaporisé dans un terrible nuage d'explosifs thermobariques, je ne vois pas en quoi cela a beaucoup de sens. Je pense que nous devons comprendre quelques éléments à propos du président Poutine. D'ailleurs, je ne prétends pas être un expert du président Poutine. Je ne prétends même pas être un expert de la Russie. Mais je pense pouvoir comprendre, dans une certaine mesure, sa principale préoccupation. Depuis le tout début, sa préoccupation majeure a été d'éviter une guerre avec les États-Unis et l'OTAN. Il ne voulait pas de cela. Il a toujours su voir bien au-delà du présent et comprendre qu'il existe des intérêts stratégiques à long terme que la Russie souhaite protéger. Il ne veut pas que la Russie soit détruite dans un échange nucléaire inutile. Pas plus que je ne pense que le président Trump, aussi confus et parfois grandiloquent qu'il puisse être,
et aussi souvent qu'il fanfaronne, je ne vois aucune preuve que le président Trump veuille risquer une escalade ou un échange nucléaire. Donc, si l'on comprend cela à propos du président Poutine, il a essentiellement dit « Nous allons gagner, nous allons détruire cet ennemi, nous allons réussir. Mais nous n'allons pas offrir à nos adversaires potentiels, à nos critiques, à nos ennemis, sur un plateau d'argent, une excuse pour intervenir contre nous, pour se précipiter et dire « Voyez, les méchants Russes marchent maintenant à grande vitesse vers Lviv, en Ukraine occidentale. » Il a donc évité de prendre des mesures qui pourraient provoquer une réaction vraiment spectaculaire. En attendant, à leur crédit, les Russes ont réussi à vaincre les technologies de guerre que nous avons fournies aux Ukrainiens. On peut en attribuer une partie aux Ukrainiens, qui ne savent peut-être pas ce qu'ils font, mais il me semble bien qu'ils ont suivi les ordres et les conseils des dirigeants de l'OTAN. Cela s'est révélé désastreux. Tout ce que nous les avons encouragés à faire a échoué lamentablement, et ils ont subi de lourdes pertes en conséquence. Je pense donc qu'à ce stade, il va continuer à essayer de faire preuve d'une certaine patience et retenue pour les raisons que nous avons évoquées plus tôt. Je pense qu'il s'attend à ce que ces gouvernements s'effondrent, à Londres, à Paris et finalement à Berlin. La question est de savoir qui tombera le premier, et il semble que Macron pourrait remporter le premier prix en sombrant avec son gouvernement. Ce serait un véritable tournant, car comme le dit l'ancienne expression, je crois que c'était Metternich qui l'a formulée, « Quand Paris éternue, l'Europe s'enrhume ». Je pense que la France va probablement conduire l'Europe dans une nouvelle direction, en écartant Macron et ceux qui dirigent actuellement le pays. Et je pense que des années de troubles suivront, et je suis sûr que l'armée française aura fort à faire, là même sur son propre territoire. Vous savez, il y a autre chose que nous ne comprenons pas vraiment. Quelqu'un me l'a fait remarquer aujourd'hui, et je pense qu'il a raison. Le budget de la défense, ou le budget militaire de l'Algérie est plus élevé que celui de la France. C'est une comparaison assez frappante. Nous avons tendance à penser aux Français et aux Algériens dans le cadre de cette ancienne relation coloniale, mais c'est trompeur. Je pense que cela reflète un changement plus large à l'échelle mondiale. À un moment donné, tous ces petits États d'Europe avec leurs armées lilliputiennes seront perçus pour ce qu'ils sont, pas vraiment pertinents. Oui, c'est l'Europe qui s'épuise à une vitesse incroyable, non seulement sur le plan économique, mais aussi militaire. C'est assez choquant de voir à quelle vitesse les choses changent. Mais je voudrais aussi te demander ce que tu observes sur le champ de bataille en Ukraine. Car j'imagine qu'un autre point concernant Poutine lors de la réunion de Valdai, c'est qu'il semblait très confiant, voire un peu enjoué. Je ne l'ai jamais vu faire autant de blagues en une seule séance. C'était assez inhabituel. Encore une fois, il ne donne pas l'impression d'un homme qui craint que la Russie soit à l'agonie en tant que pays. On peut aussi voir où l'optimisme grandit en Russie. On constate, du côté de la direction ukrainienne, comme sur leur chaîne Telegram, que le pessimisme commence à s'installer. Que vois-tu se passer sur la ligne de front? Et à quel point Ford te supporte Stroud? Je pense que les forces ukrainiennes se sont détériorées et affaiblies depuis de nombreux mois. Je suis sûr qu'elles sont complètement démoralisées. Les données de sondage non officielles, des enquêtes d'opinion menées sur le terrain en Ukraine, dans des zones qui ne sont pas en guerre et ne subissent pas d'attaques, sont toutes très négatives à propos du conflit. L'opinion générale est qu'il est temps de jeter l'éponge. C'est suicidaire. Nous devons penser à l'avenir, et cet avenir ne sera pas celui dont Zelensky parle. La question est, où allons-nous finir? Certaines personnes disent que nous finirons par établir une sorte de relation avec la Russie,
et c'est probablement une bonne chose, car cela pourrait éviter de futures guerres. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'on entend de la part des Ukrainiens. D'un autre côté, certains disent qu'il faut accepter la neutralité. Il n'y a qu'un très petit nombre de personnes qui s'accrochent encore à l'idée que l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN et de l'Union européenne. J'ai été un peu surpris que le président Poutine réponde à quelqu'un qui lui demandait si l'Ukraine pouvait rejoindre l'Union européenne et qu'il dise « Eh bien, je suppose que c'est une possibilité ». Je trouve cela assez incroyable. Mais c'est intéressant qu'il le dise. Et c'est peut-être un autre reflet de son optimisme quant à ce qui se passe sur le champ de bataille. Mais les pertes sont énormes. Quiconque tient sa position et veut s'opposer aux Russes est discrètement encerclé, puis systématiquement anéanti, le plus souvent par des frappes à longue portée. Dès que les frappes cessent, les forces russes avancent, en tête des infiltrateurs d'infanterie hautement qualifiés, de nombreux drones et une puissance de feu massive. En d'autres termes, une puissance de feu dirigée, précise et dévastatrice en mode direct. Cette guerre est, pour ainsi dire, terminée. Sauf que des gens continuent d'être envoyés face aux Russes. Maintenant, l'autre question est, pourquoi ne se contentent-ils pas d'avancer rapidement? Eh bien, regardez la carte. Là où ils se trouvent actuellement, la population parle russe et est culturellement russe. La plupart d'entre eux se considèrent comme russes. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme à Moscou pour gouverner un grand nombre d'Ukrainiens farouchement attachés à leur identité ukrainienne dans tous les sens du terme. Ils préféreraient éviter cela. Ils veulent simplement qu'ils restent neutres et qu'ils ne servent pas de tremplin à une attaque contre la Russie via l'OTAN. C'est tout. Alors, peut-on résoudre cela? Eh bien, le problème, c'est que le seul homme qui aurait pu obtenir un certain succès, c'est Donald Trump. Et il a décidé que puisqu'il n'y avait pas de prix Nobel à la clé pour lui, il allait déléguer toute la responsabilité de cette affaire aux Européens. Très bien. Nous vous donnons ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et il a tourné son attention vers le Moyen-Orient et maintenant, je suppose, vers le Venezuela. À ce sujet, cependant, je voulais aussi te demander ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a présenté cette, eh bien, on appelle ça une proposition de paix, mais c'est plutôt du genre « acceptez-la ou nous vous détruirons ». Ça s'appelle, j'ai oublié le terme exact, quelque chose comme l'accord de paix éternel ou quelque chose dans ce goût-là. Oui, il aime le langage grandiloquent. Je ne sais pas s'il en fait trop avec cette paix éternelle, mais que penses-tu de cet accord en 20 points? Pas grand-chose. Cela me rappelle certains des accords conclus entre l'ancienne République des deux nations et les Russes. Des traités qui d'ailleurs portaient des titres similaires. Vous savez, le traité de paix éternelle, de tranquillité et de bonne volonté pour toujours entre la République des deux nations et le tsar de Russie, et ainsi de suite. Tout cela n'a aucun sens. Si l'on regarde les 21 points, encore une fois, il faut distinguer entre les vœux pieux et l'action. Que fait M. Netanyahou et que continue-t-il de faire? Il continue d'attaquer, de frapper et de bombarder à sa guise. Je ne vois aucune preuve qu'il soit prêt à reculer. Retirerait-il certaines forces de certaines parties de la bande de Gaza? Peut-être. Mais il ne va absolument pas remettre la bande de Gaza à une force arabe, quelle qu'elle soit. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les Égyptiens essayent de trouver un moyen de nous entraîner là-dedans. Et je ne peux rien imaginer de plus inutile et stupide que de nous impliquer dans ce conflit. Cela ne nous apporterait absolument rien. Nous finirions simplement par devenir l'ennemi de tout le monde et la cible de tous. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé au Liban en 1982. Donc je ne sais pas à quoi les gens pensent.
Je crois que les gens prennent les propos du président Trump au pied de la lettre. Je ne vois tout simplement aucune preuve que cela ait la moindre chance de se produire. Mais si, pour une raison quelconque, le Hamas acceptait cela, qu'est-ce que cela impliquerait? Devraient-ils abandonner toutes leurs armes? Devraient-ils renoncer à leurs tunnels? Devraient-ils libérer les otages? Et ensuite, espérer que sans aucune défense, Israël et ses soutiens occidentaux leur témoignent un peu de clémence. Y a-t-il des garanties pour les Israéliens? Non. Je sais que cela ne mentionne aucun État, mais est-il clair qu'Israël se retirerait de son territoire? En fin de compte, qu'est-ce que les Palestiniens y gagneraient réellement? Pas grand-chose, à ce que je peux en juger. Tu as raison. Ce qu'ils s'attendent à ce que le Hamas fasse, c'est de se présenter sans armes, de se mettre en rang bien ordonné, de s'agenouiller, de demander pardon et d'espérer le meilleur. Je ne vois pas beaucoup de signes que cela se produise. Et encore une fois, tu sais, les Israéliens continuent de larguer ces tracts partout, disant à la population « Partez ou vous serez tués ». C'est essentiellement le message qu'ils adressent aux habitants de Gaza. Et je pense que ce message passe de plus en plus en Cisjordanie. C'était intéressant de voir le président Trump dire « Je n'autoriserai pas l'annexion de la Cisjordanie ». Eh bien, quoi qu'ils disent, c'est sans importance. Cela va arriver. La plupart des gens pensent que c'est déjà arrivé. C'est un résultat de facto. Ses partisans, ceux qui l'ont élu, qui ont financé son mandat à la Maison-Blanche et qui contrôlent le Congrès, veulent que ces choses se produisent. Elles vont se produire, à moins qu'Israël ne soit détruit dans une future guerre ou un conflit. Et bien sûr, cela nous amène à l'Iran. Cela pourrait-il arriver avec l'Iran? Je ne sais pas. Mais je pense que nous allons traverser une nouvelle phase de guerre avec l'Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Netanyahou a récemment prononcé un discours dans lequel il a souligné que l'Iran représente désormais une menace nucléaire pour les États-Unis. Et oui, je sais que ce n'est pas une accusation très originale, mais Trump a également averti qu'il pourrait y avoir de nouvelles frappes contre l'Iran si celui-ci relançait son programme nucléaire, ce qui, je suppose, contredit sa déclaration antérieure, selon laquelle il avait complètement anéanti le programme nucléaire iranien. Mais vois-tu une voie menant à la guerre dans un avenir proche? Parce que les Américains ont déplacé une grande partie de leur infrastructure militaire, leurs armes, leurs avions ravitailleurs, tout cela, vers la région, comme toi et moi en avons déjà parlé. Penses-tu qu'ils vont simplement les laisser là? Ou quels signes devrions-nous surveiller pour savoir s'il y a des préparatifs de guerre? Eh bien, vous avez déjà mentionné les éléments les plus importants. Le déplacement de personnes, de munitions sous forme de missiles, de roquettes, de carburant et d'autres choses, les moyens de ravitaillement, les avions de chasse, tout cela étant déplacé vers la région, la Méditerranée orientale, la mer Rouge. Donc je m'attends pleinement à ce que quelque chose se produise dans un avenir proche. Quel en sera le déclencheur? Je ne sais pas. Certains disent que cela pourrait être un faux drapeau. Je ne pense pas que cela ait beaucoup d'importance. Je crois que M. Netanyahou sait qu'il dispose d'une fenêtre d'opportunité et de temps limité pour frapper et réussir. Tout le projet du Grand Israël est en jeu. Les choses ne se sont pas très bien passées à Gaza. Le temps prévu à Gaza était de moins de 6 mois. Nous voilà 2 ans plus tard, et il a de sérieux problèmes sur les bras. Son économie est détruite, mais cela importe peu, puisque nous injectons des milliards en Israël pour la maintenir à flot. Je pense qu'il s'inquiète du changement de l'opinion publique aux États-Unis. Les gens se détournent d'Israël et de son soutien. Sa crainte ne concerne pas le présent, mais l'avenir. Il estime donc devoir agir plus tôt que tard pour atteindre ses objectifs.
Je pensais qu'il aurait attaqué d'ici la fin septembre, certainement d'ici la mi-octobre. Nous verrons bien. Cela pourrait être repoussé plus loin en novembre. Tout dépend des indicateurs de préparation. Quand je parle de préparation, je veux dire les avions, le personnel, les munitions, le carburant, le positionnement, les navires, tout. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Je n'ai pas de description détaillée à ce sujet, et même si je l'avais, je ne vous la donnerai pas de toute façon, parce que je suis américain, et que je veux encore que les Américains s'en sortent avec le moins de pertes et de victimes possibles, que je soutienne ou non la politique. Je ne peux donc pas en dire plus, mais je pense que cela arrive, et que cela arrive bientôt. Mais je suppose que l'avantage, la première fois, tenait à l'effet de surprise, car les Iraniens pensaient être en pleine négociation. On leur avait dit qu'ils faisaient des progrès, que la paix était à portée de main. Et bien sûr, il y avait d'autres éléments de surprise. Par exemple, le brouillage de leur système de défense aérienne. En l'absence de cet effet de surprise, selon vous, quel pourrait être l'avantage d'Israël cette fois-ci? Ont-ils désormais de meilleurs renseignements sur l'emplacement des tunnels, sur les lieux où les Iraniens stockent leurs missiles? Vont-ils recourir à des groupes intermédiaires? Je veux dire, savons-nous quelque chose? Étant donné que cela ne s'est pas bien terminé la dernière fois, comment les Israéliens vont-ils s'y prendre différemment cette fois-ci? Eh bien, encore une fois, vous posez des questions importantes. Je ne connais pas les réponses précises. Je pense qu'ils ont sans aucun doute maintenu une surveillance constante sur l'Iran. Et dans la mesure où ils pouvaient introduire des personnes venant d'Azerbaïdjan, de Syrie, d'Irak, ou d'ailleurs en Iran, ou d'Afghanistan d'ailleurs, pour trouver des réponses à ces questions, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Est-ce que cela changera quelque chose? Je ne sais pas. Je sais que les Russes sont désormais intervenus de manière assez marquée pour aider à la mise en place de défense aérienne intégrée. La plupart de cette aide relève d'une expertise technique, mais une partie concerne également du matériel et des missiles. L'Iran est certainement plus fort aujourd'hui, plus cohésif en tant que société, et plus capable qu'il ne l'était la dernière fois. Il est également intéressant de constater que nous avons vu des articles dans la presse russe, ainsi qu'en Azerbaïdjan et ailleurs, affirmant que la soi-disant police religieuse en Iran ne s'en prendra plus aux femmes qui ne portent pas la coiffe ou le voile approprié, ou quoi que ce soit de ce genre. En d'autres termes, les assouplissements des restrictions associées à cette révolution islamiste ou islamique commencent officiellement à disparaître. Ils avaient déjà été considérablement réduits. La population les a tout simplement rejetés. Et je pense qu'ils voient maintenant la sagesse d'abandonner la plupart de ces pratiques, car elles freinent la coopération et affaiblissent l'unité nationale. Donc en ce sens, on pourrait dire que les attaques contre l'Iran ont en réalité amélioré la vie à l'intérieur du pays de manière spectaculaire, d'un point de vue purement humain, pour les hommes et les femmes qui y vivent. Et ils ont certainement donné à tout le monde une raison de coopérer. Je ne vois aucune preuve qu'il existe une volonté parmi les Turcs azéris, qui sont chiites dans le nord-ouest de l'Iran, de se révolter contre Téhéran. Pas du tout. Donc, les hypothèses qui existaient auparavant sur la faiblesse de l'Iran et sur le fait qu'une frappe de décapitation bien ciblée provoquerait le chaos, je pense qu'ils ont dû y renoncer. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut-il dire qu'après avoir déclenché cette guerre, si les choses ne se passent pas bien, ils se tourneront vers l'utilisation d'une arme nucléaire? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'inquiète. Je crains beaucoup qu'ils puissent le faire. Et si cela devait arriver, ce serait catastrophique pour eux et pour la région. Oui, les lois religieuses,
elles étaient déjà en train de se relâcher un peu. Je ne savais pas trop comment la guerre allait influencer cela. Mais j'étais à Téhéran avec Max Blumenthal et Alistair Crook en mai dernier pour cette conférence. Et c'est l'une des choses qui m'ont surpris. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé depuis la révolution de 1969. Mais j'ai été étonné de voir combien de femmes se promènent sans foulard, ou, tu sais, simplement en jean et en t-shirt sans rien sur la tête. Donc, ça m'a un peu pris de court, parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles certains disaient qu'il fallait soutenir une frappe contre l'Iran, qu'elle devait porter le voile. Je ne suis pas sûr de comprendre comment ils faisaient le lien entre les deux. Mais c'est intéressant, parce qu'en général, quand un pays est attaqué, c'est à ce moment-là que le gouvernement renforce son contrôle sur la société. Donc je ne savais pas que c'était allé dans l'autre sens. Mais de quel type de contrôle parlez-vous? Si vous pouvez améliorer la vie de vos citoyens, vous pouvez leur accorder la liberté personnelle, le droit de penser et d'agir comme ils l'entendent, tout en renforçant votre sécurité pour empêcher les Israéliens de racheter des commerçants et de les utiliser contre le pays. C'est une chose différente. En d'autres termes, je pense que cela dépend de ce que vous cherchez à accomplir. Je pense que la direction de l'Iran cherche à atteindre la modernisation et qu'elle essaye de faire preuve de tolérance envers son propre peuple et de lui montrer de manière concluante qu'il est dans son intérêt de se battre pour l'Iran. Et je pense que c'est ce que la population a décidé. Ma dernière question portait sur ce que vous avez mentionné plus tôt, le Venezuela. Beaucoup de gens dans le monde regardent cela, un peu perplexes. Ils voient ces petits bateaux au large des côtes du Venezuela, assez loin des États-Unis, être bombardés et accusés d'être des narcotrafiquants. Nous voyons les États-Unis renforcer, peut-être pas massivement, mais tout de même renforcer, leur capacité militaire le long de la côte vénézuélienne. Cela ne semble pas assez puissant pour une invasion, mais suffisamment pour une frappe de décapitation. Encore une fois, je ne suis pas un militaire comme vous, donc j'aimerais vous demander, comment évaluez-vous la situation? Le président a suspendu toute relation diplomatique supplémentaire avec le Venezuela, ce qui est un geste plutôt inquiétant. Cela suggère qu'une action contre le Venezuela est imminente. Certaines personnes à Washington affirment qu'elles travaillent déjà sur des plans pour une société vénézuélienne d'après-guerre, ce qui me laisse penser que la situation est très sérieuse. Comme je l'ai déjà dit, le Venezuela n'est pas un narco-État. Nos intérêts là-bas sont principalement liés aux ressources. Nous parlons des plus grandes réserves de pétrole au monde, de gaz naturel, de mines d'émeraude importantes pour l'industrie et de mines d'or. Je ne pense pas que la question des stupéfiants soit très significative. En fait, toutes les personnes à qui j'ai parlé et qui sont expertes dans ce domaine affirment que les stupéfiants proviennent toujours de Colombie, puis remontent vers le nord jusqu'à nous, principalement par le Pacifique. L'autre point, c'est que si vous cherchez un narco-État, un État du crime organisé, c'est le Mexique. Le Mexique est, à toute fin pratique, selon nos critères occidentaux, un État en faillite. C'est pourquoi il représente un si grand danger pour nous depuis l'Amérique centrale. C'est pourquoi c'était une négligence criminelle, pour être indulgent, de la part du président Biden d'avoir ouvert nos frontières. Ils ont ouvert les vannes. Nous avons des millions de personnes à l'intérieur du pays et nous ne savons pas grand-chose d'elles. Beaucoup d'entre elles ont commis des crimes terribles. Maintenant, bien sûr, certains disent, eh bien, voici cette jeune femme, Laken Riley, qui a été brutalement violée, assassinée, peu importe, par un criminel vénézuélien, et il parle des gangs vénézuéliens. Eh bien, la réponse pour sauver la vie de Laken Riley était de maintenir les frontières fermées, de les surveiller efficacement,
de contrôler qui entre aux États-Unis et de faire respecter la loi à l'intérieur de notre pays. Bombarder le Venezuela ou envahir le Venezuela ne résoudra pas ce problème. Mais encore une fois, il n'est pas populaire de suggérer que nos problèmes sont en grande partie internes. Le problème de la drogue se trouve ici, à l'intérieur des États-Unis. Attaquer et détruire d'autres pays ne réglera pas cela. Mais ce n'est pas une idée populaire en ce moment. Beaucoup de gens pensent, « Eh bien oui, c'est vrai, nous devons maintenant nous concentrer sur l'hémisphère occidental. » Je suis d'accord avec cela. Je pense que nous devrions nous intéresser beaucoup plus à ce qui se passe dans notre hémisphère. Je ne suis simplement pas intéressé par l'idée d'attaquer tout le monde au sud de la frontière. Oui, c'était intéressant, cependant, de constater qu'une certaine pression semblait s'être relâchée sur le Venezuela lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine et que des sanctions ont été imposées à la Russie. Il y a eu un effort pour dire, eh bien finalement, le Venezuela n'est pas si mauvais. Vous savez, maintenant, nous pouvons travailler avec eux parce que nous avons besoin d'autres sources de pétrole. Mais maintenant, bien sûr, la situation s'est de nouveau retournée et il semble être à nouveau pris pour cible. Mais quelles pourraient être les conséquences possibles ici? Parce que s'il y a une attaque contre le Venezuela, la déstabilisation créerait davantage de réfugiés affluant vers la frontière américaine. Cela n'aggraverait-il pas simplement le problème que nous avons déjà? Eh bien, je suis plus préoccupé par ce qui se passerait si nous intervenions réellement sur le terrain, ce qui semble faire partie du plan. Je pense que cela suppose probablement une sorte de frappe de décapitation réussie et la capacité d'agences de renseignement comme la CIA à susciter des troubles ou une révolte interne. Je crains que cela ne devienne une cause célèbre pour tout le monde en Amérique latine. Le Venezuela a une frontière de 2205 km avec la Colombie, une autre de 2220 km avec le Brésil et 2735 km de littoral. C'est énorme, presque la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Et il y a beaucoup de gens dans d'autres pays d'Amérique du Sud, notamment un grand nombre de soi-disant paramilitaires au Brésil ou d'ailleurs en Colombie, qui pourraient affluer au Venezuela dans le but de les aider à nous combattre. Je pense que cela pourrait se transformer en un terrible bourbier. Cela pourrait du jour au lendemain devenir un État en faillite, représentant une menace permanente pour nous en Amérique du Nord. Ce serait bien pire que tout ce que nous aurions pu imaginer qui s'y trouvait déjà. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle, ce qui soulève la question, qu'obtenons-nous réellement et que gagnons-nous en y allant? Ma réponse est, rien dans les deux cas. Encore une fois, contrôlez vos frontières, appliquez la loi et traitez les problèmes d'immigration illégale et de drogue que nous avons chez nous. C'est cela que nous devrions faire, pas attaquer et envahir les pays des autres. Oui, il semble que Trump se soit considérablement écarté de cette idée « America First ». Il n'a pas mentionné l'invasion du Venezuela, du moins pas dans ses discours de campagne. Il est devenu comme Joe Biden. Depuis combien de temps est-il en fonction? Cela tend également à renforcer la justesse de la déclaration de Poutine il y a quelque temps. Il a dit, après avoir traité avec de nombreux présidents, qu'au bout du compte, ils finissent tous par faire la même chose. Ou comme quelqu'un d'autre l'a formulé, peu importe pour qui vous votez, vous obtenez quelqu'un comme John McCain. Eh bien, il semble effectivement ressembler un peu plus à John McCain chaque jour. Quoi qu'il en soit, merci encore d'avoir été aussi généreux de votre temps. J'espère vous revoir bientôt dans l'émission. Merci. Merci Glenn, au revoir.